Podcast Factory. Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Bindel, je suis journaliste basée à Marseille et je suis ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Alors Cité Radieuse, c'est quoi ? Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste, parfois seulement. Tout comme le hashtag Nous sommes Marseille, dont vous avez sans doute entendu parler, Cité Radieuse a pour vocation de mettre en lumière la vitalité de Marseille, sa dynamique continue, son aptitude à toujours se renouveler et à voir plus loin. Nous avons à cœur de partager cette fierté collective et ce sentiment d'appartenance avec le plus grand nombre d'entre vous. Tout cela, nous l'avons évoqué avec mon invitée du jour, la designer et architecte d'intérieur Margot Keller, qui ambitionne de susciter l'émotion par le design et faire sourire en travaillant sur la mémoire collective. Marseille, elle y a grandi, l'a aimée, détestée, puis aimée à nouveau plus tard, à l'âge adulte. Avec elle, nous sommes revenus sur son parcours, sur la façon dont cette ville l'inspire et sur sa propre collection élégante et décalée. Je vous laisse découvrir notre conversation. Margot, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir chez toi, à Marseille. Alors la première question est toujours la même. Si je te dis Marseille, quel mot te vient spontanément à l'esprit ? Maison. Maison. Peut-être maison, quelque chose de réconfortant. Marseille, c'est pour moi quelque chose de très réconfortant quand je reviens ici, que soit je suis partie à Paris ou ailleurs et que je reviens. Il y a quelque chose de très réconfortant quand je vois cette rade de Marseille ensoleillée avec cette petite bonne mer là au milieu plantée sur les hauteurs. C'est quelque chose de très réconfortant. Donc Marseille, tu n'y es pas née, mais tu y es arrivée très jeune, à l'âge de 2 ans. Quels souvenirs gardes-tu de tes premières années de vie ici ? Des souvenirs ensoleillés, des souvenirs de pique-nique dans les calanques avec mes parents le week-end, où on marchait pendant des heures pour trouver un endroit pour pouvoir pique-niquer. Et des souvenirs d'école aussi beaucoup. J'étais dans une super école qui était perchée en haut d'une petite colline. C'est laquelle ? L'école Flotte, ouais. Qui est pas très loin d'ici. Je suis un peu revenue aux origines et que j'ai adoré parce que c'était une école qui était vraiment dans les pins et voilà, on a grandi dans la Pinède. Et donc c'est ces odeurs-là aussi de pain, de d'iode aussi beaucoup qui me reviennent et qui sont aussi aujourd'hui assez significatives de ce qu'a pu être Marseille et de ce qu'est encore Marseille pour moi dans ma tête et dans mes souvenirs. Marseille, tu la quittes uniquement pour partir faire tes études ? Ensuite, voilà, à 18 ans, je suis partie faire mes études à Paris. Ouais. Donc c'était un moment de ma vie où j'avais très envie de voir autre chose. J'avais plus du tout envie d'être à Marseille. J'avais envie de fuir Marseille. Ouais, je crois même que tu as déclaré que tu es partie fâchée avec la ville. Pourquoi tu très fâchée. Je me sentais pas marseillaise à ce moment-là. C'est rigolo. Bon, parce que je pense que j'étais en fin d'adolescence et que c'était un moment où j'avais envie de voir autre chose. Et je pense que c'était un moment où Marseille avait aussi un autre visage. Je fais partie de ceux qui ont vraiment pensé qu'après 2013, il y a eu un vrai virage et que ça a apporté énormément à la ville. Quand je pars à 18 ans, c'est vraiment... Je veux plus entendre parler de Marseille. Je revendique pas forcément le fait que je sois marseillaise à Paris. Voilà, on me dit tout le temps mais t'es marseillaise mais t'as pas l'accent. Les je dis non, voilà, pas tous les Marseillais ont l'accent et j'étais plutôt contente de ça à ce moment-là. Et puis en fait petit à petit c'est vrai que de partir et d'être ailleurs, d'être loin de Marseille, petit à petit c'est là où on se sent de plus en plus marseillais quoi. Voilà. Alors revenons-en à ton parcours professionnel, tu es designer et architecte d'intérieur. À quel moment t'es venue cette envie ? Parce que ce métier de designer finalement c'est pas si connu, c'est pas forcément une évidence. Ouais. Est-ce que ça l'a été pour toi ? Ouais, ça. En fait, depuis toute petite, j'ai toujours été passionnée par le dessin, par la peinture. J'étais inscrite très tôt à ma demande et aussi parce que ma maman faisait beaucoup de dessins plus jeune, donc elle m'a un peu transmis ce truc-là. Donc je devais avoir peut-être 6-7 ans. Je faisais des cours de dessin, de peinture sur céramique. Et puis petit à petit, je bricolais beaucoup. Je construisais des trucs avec des bouts de bois, surtout l'été à la montagne, à faire
des herbiers, à construire tout un tas des petits bateaux en écorce de pin avec mon grand-père. J'ai plein de souvenirs comme ça. Et puis après, on se met à tout le temps bouger les meubles de sa chambre, à se faire des classeurs de peinture, de matériaux, de carrelage. Je me souviens, j'avais des gros classeurs avec tout un tas de matériaux qui pouvaient me servir à une fictive agence de design et d'architecture intérieure. Ouais, déjà. Ouais. Je m'étais inventée, vers 15 ans, 14 ans, peut-être plus jeune même. Je m'étais inventée comme ça une agence d'archi intérieur où je me disais, voilà, voici les matériaux que je vous propose. et puis, en fait, un jour, on m'a dit, si tu veux, je voulais dessiner des objets, je voulais dessiner des meubles, donc je dessinais des fauteuils un peu bizarres, je dessinais des canapés aussi un peu futuristes à l'époque. C'était les années 2000 et du coup, à ce moment-là, on m'a dit, mais en fait, c'est ce que tu veux faire, c'est designer. Et moi, je me suis dit, mais designer, ça sonne trop bien ce mot-là en anglais. Ouais, c'est cool, c'est ça que je veux faire, je vais être designer. T'as gardé tous ces classeurs ? Non. Dommage. Ça aurait pu être drôle ça aurait pu être drôle. Là-dedans. Ouais. Et donc, du coup, tu pars à Paris pour te former au design. Quelle école ? Donc j'ai d'abord été à l'école Olivier de Serres, à l'ENSA-AMA, donc qui est une école d'art appliqué dans le 15e à Paris et qui est une école qui propose plusieurs filiales. Donc il y a du graphisme, du design produit, du stylisme et du design d'espace. Et donc moi je me suis tout de suite spécialisée dans le design produit et vraiment design industriel. Donc ça m'a apporté toutes ces bases plutôt techniques. On avait des cours sur tous les plastiques qui peuvent exister, comment ils se comportent, comment on les travaille, etc. Des cours de dessin technique, de perspective. Donc c'était hyper intéressant parce que on rentrait dans les profondeurs du métier et du sujet. Et après ça, j'ai fait l'école Boulle. Donc ça, c'était un de mes objectifs d'enfant. C'est-à-dire juste après le moment où on m'a dit, toi c'est designer en fait que tu veux être. J'ai dit ouais, voilà, designer, ça me va très bien. Et après, je me suis renseignée sur les écoles qu'il fallait faire. Évidemment, le premier nom qui tombait, c'était l'école Boulle. Et donc je me suis fixé ça. Donc quand j'avais 15 ans, j'ai dit à mes parents, je veux partir de Marseille et partir à l'école Boulle. Mes parents m'ont dit, on va se calmer. Tu vas faire passer ton bac gentiment, un petit bac général, qui va bien. Et ensuite, peut-être que si tu réussis ton bac, tu pourras partir. Et donc, j'ai fait la tête pendant quelques temps. Et puis, j'ai passé mon bac et je l'ai eu. Et après, je suis partie à Paris. Et je les remercie aujourd'hui de ne pas m'avoir laissé partir à 15 ans. Je pense que le bac général m'a aussi beaucoup apporté. Parce que ça aurait été possible d'intégrer Ouais, c'était possible. Il y avait une fille. En fait, il y a des filières techniques. Enfin, il y avait, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais je pense que oui. Il y avait une filière technique qu'on pouvait intégrer à partir de la seconde et avec un bac technique après art appliqué en fait. C'était un bac STI, ça s'appelait art appliqué. Et donc j'aurais pu le faire. Et d'ailleurs, après, dans ma classe, j'ai retrouvé des gens qui avaient suivi ce chemin-là. Voilà. Aujourd'hui, une dizaine d'années après, est-ce qu'il est possible de se former au design à Marseille ou c'est toujours à Paris que ça se passe ? Je pense, pour être très honnête, je pense qu'à Paris, il y a des très bonnes écoles de design. Enfin, en tout cas, moi, j'ai reçu une formation vraiment exemplaire parce que c'est à la fois une formation très technique, très poussée, mais qui forme aussi à la réalité de ce que c'est que le design aujourd'hui et qui forme après des futurs professionnels du design qui peuvent s'en sortir parce que c'est un métier qui est très difficile. Il faut pas confondre ce métier avec le métier d'artiste, par exemple. Et je trouve que tous les professeurs sont soit des anciens, soit des actuels designers aussi à Paris qui connaissent la profession, qui connaissent les grosses agences. Donc il y a aussi toute la notion de réseau, etc. Moi, je sais que même encore aujourd'hui, je travaille énormément avec Paris. Et j'ai beau adorer Marseille, j'ai beau trouver à Marseille d'énormes qualités. Marseille n'est pas du tout la capitale du design, ça ne l'a jamais été. Il y a failli avoir des opportunités pour qu'elle le soit un petit peu, mais qui ont échoué. Donc il faut pas se voiler la face. Il y a des écoles de design à Marseille qui proposent des formations. Après, je trouve aussi que pour un étudiant marseillais, un lycéen marseillais, c'est hyper enrichissant de partir de toute façon. C'est pas bon de rester toute sa vie à Marseille. Il faut partir pour mieux revenir. Alors pour les néophytes en matière de design, il y a un nom quand même qui s'impose assez naturellement, c'est celui de Philippe Starck. Et tu as eu la chance de faire tes armes chez lui après cette formation. J'imagine que c'est une expérience qui t'a marqué et qui t'a ouvert de nombreuses portes. Tu parlais de réseau justement. Bien sûr, ça a été très formateur. J'étais en stage dans son agence et même si je ne l'ai croisé que rarement, je travaillais surtout beaucoup avec Eugénie Kittley, qui était son designer mobilier à l'époque et qui aujourd'hui a ouvert sa propre agence. Et en fait, Eugénie m'a vraiment pris sous son aile. Donc plus qu'à Philippe Starck, c'est à Eugénie que je dois tout ce que j'ai appris. On travaillait sur des projets de chaises notamment. C'était un peu le début aussi du design écologique. Donc on commençait vraiment à parler
parler d'engagement sur les objets et tout. Je trouvais que cette démarche était hyper intéressante, surtout venant de la part d'une agence aussi grosse que celle de Stark. Donc on travaillait sur du bambou pour faire des chaises, du bambou mêlé à de la fibre plastique recyclée. Enfin, c'était tout un nouveau monde qui s'ouvrait. Et voilà, Eugénie m'a appris énormément de choses, et notamment sur voilà, comment est-ce qu'on se comporte avec un client, combien de pistes il faut présenter pour qu'il y en ait une qui passe et pas l'autre. Enfin, plein de petites techniques comme ça stratégiques sur comment on se comporte aussi avec les clients. Donc en sortant d'école, c'était juste génial parce que j'étais confrontée à la réalité du métier, quoi. Alors il y a eu cette belle parenthèse parisienne dans ta vie, puis ton retour à Marseille, qui est aussi, je crois, au-delà du fait de vouloir regagner en qualité de vie, peut-être avec ta famille, une volonté de te rapprocher d'un savoir-faire local, de mettre en avant les artisans et de proposer une production raisonnée, raisonnable et locale. Donc, comme je le disais, c'est ça ? C'est ça, voilà. Évidemment, c'était un choix de cœur. C'était un pari aussi parce que, en fait, après mon stage chez Stark, je suis partie travailler 1 an en Italie. Et à la suite de l'Italie, la question s'est posée, est-ce que je vais travailler à Paris ? Est-ce que je vais me mettre dans ce bocal parisien ? Ou est-ce que je tente quelque chose à Marseille ? J'en avais évidemment très envie. Mon cœur en avait très envie. Ma tête était un peu plus frileuse. Alors après, voilà, on est arrivé. Je suis rentrée au moment de 2013, justement, de la capitale européenne de la culture. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, et en fait, peut-être que c'est maintenant qu'il faut rentrer. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et il y a un pari à prendre, et je l'ai pris, et évidemment que Marseille, c'était aussi, étant donné qu'il n'y avait pas grand chose en design, c'était aussi de se dire on va aller tenter quelque chose en design à Marseille, et ça voulait dire du coup aussi s'intéresser à quel type d'objets peuvent exister à Marseille et être fabriqués à Marseille. Et donc je me suis petit à petit intéressée beaucoup, voilà, à la fabrication locale que je connaissais depuis toute petite, parce que voilà, quand on est marseillais et provençal entre guillemets, voilà, qui ne connaît pas la fabrique des Santons, les poteries Ravel à Aubagne, toutes ces choses-là, la verrerie de Biot, même un peu plus loin sur la Côte d'Azur, enfin tous ces trucs-là auxquels j'étais hyper sensible enfant et qui prenaient tout leur sens au moment où je suis rentrée, parce que je me suis dit, entre le design et l'artisanat local, il y a vraiment une carte à jouer, quoi. Donc concrètement, comment ça se passe ? Tu peux nous parler par exemple d'un objet ou d'une Donc collection que tu as fabriquée en local ? Ça c'est un projet qui était dans ma tête depuis très longtemps et que j'ai fait petit à petit. Voilà, j'avais des contacts avec des artisans. J'ai fait faire pour justement le 2013, il y avait une triplette de boules de pétanque qu'on a dessinée avec la boule bleue, donc qui était le dernier fabricant. Après ça, c'était vraiment ces derniers 10 ans là, c'était vraiment une façon. Ça se faisait de façon un peu parsemée, un peu comme ça au milieu de mon travail de design plus industriel et d'architecture intérieure. Et en fait, depuis là, le mois de janvier, j'ai rencontré Anaïs Frettini, qui est maintenant mon associée sur ce projet. Donc ce projet s'appelle Margot Keller Collection, et l'idée c'était de créer une marque d'objets, que des objets en série limitée, donc ils sont tous numérotés et qui, une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. On joue le jeu de ça. Et l'idée c'était de se dire, voilà, notre région, et alors c'est région au sens même un peu large, hein, c'est Méditerranée, on va dire. On a des savoir-faire qui sont extraordinaires, des gens qui travaillent leurs matériaux, qui ont des savoir-faire qui se transmettent de génération en génération et qui sont très peu exploités finalement aujourd'hui, parce que voilà, moi ça fait 10 ans que je fais ce métier, 10 ans que je vais jusqu'en Asie, en Chine, au Cambodge, dans des endroits qui sont perdus, et pour pouvoir fabriquer des objets moins chers, toujours moins chers. Et en fait de se dire ouais, mais finalement en tant que designer, on a peut-être aussi ce rôle-là à jouer. On est un peu les porteurs de tous les objets qui nous entourent. C'est à cause de nous que vous êtes entourés de tous ces objets-là. Enfin, on les dessine, mais voilà, on n'est pas que les fabricants. Mais voilà. Souvent un impact écologique. Exactement. Fort. Et donc, Margot Keller Collection est née là depuis quelques mois, et ces objets-là sont donc fabriqués par des artisans. Donc, on a par exemple le miroir Garibabou, qui est fabriqué par un miroitier marseillais, Quentin, qui est un de nos partenaires les plus précieux, parce que c'est un jeune, hein, il a 27 ans, Quentin, il a repris la miroiterie de son papa. Il travaille avec son petit frère, et ils sont juste trop forts. Ils découpent tous les miroirs à la main, ils sont impressionnants, et surtout, ils en veulent, quoi. C'est un peu la nouvelle génération des artisans, et d'ailleurs, tous nos partenaires, c'est ça. Les céramistes avec qui on travaille à La Ciotat, c'est pareil. C'est des jeunes. Alors eux, ils sont pas marseillais, mais ils sont marseillais. Enfin, en tout cas, ils sont à La Ciotat. Ils sont sudistes de cœur, on va dire. Ils sont parisiens à la base. Ils ont découvert le sud il y a pas très longtemps. Et c'est que des jeunes, en fait, qui reprennent ces artisanats qui ont une image un peu poussiéreuse. Voilà, le vieil artisan moustachu avec son béret, qui grommelle et qui est pas content. Et en fait, eux, ils sont trop contents du travail qu'on fait ensemble, de pouvoir
pouvoir avoir cette image-là aussi, quoi, de se dire que l'artisanat, c'est pas que justement des vieux moustachus avec des bérets, c'est aussi des jeunes qui ont la pêche et qui ont envie de partager leur savoir-faire. Donc c'est ça aussi qu'on valorise beaucoup dans ce nouveau projet de collection. C'est top de mettre en valeur les talents de la région, bravo pour ça. Les jeunes en plus, donc ouais. C'est bien, la relève est assurée. Alors tu as sans doute entendu parler du hashtag Nous sommes Marseille qui cartonne sur les réseaux sociaux. Bon nombre de Marseillais se le sont appropriés, en fait ça parle d'identité, ça parle d'appartenance. Pour toi, c'est quoi être de Marseille, être marseillaise? Être Marseillaise, je pense que c'est aussi être marseillaise ailleurs, c'est-à-dire, je pense qu'avant tout, quand je rencontre des gens étrangers, etc., je pense qu'avant de dire que je suis française, je dis que je suis marseillaise. C'est bizarre, mais... Donc maintenant, ça y est, tu acceptes l'idée. Voilà, il y a juste eu un moment où tu as eu un petit rejet. C'était à 18 ans quand je suis partie, mais comme je disais, en étant à Paris, la première année, je faisais la fière, j'étais à Paris, j'étais contente d'être parisienne. Au bout d'un an, en fait, j'étais trop fière de dire que j'étais marseillaise, et voilà, et j'étais, même à l'école, c'était la marseillaise, quoi. Du coup, mes potes me parlaient avec l'accent alors que moi, je l'avais pas. C'était vraiment ça le jeu. Donc, c'est être marseillaise aussi à l'étranger, se sentir, dès qu'on part, on se sent d'autant plus marseillaise. Et voilà, et être marseillaise, je pense que c'est surtout être fier de l'être. Il y a un peu ce truc-là, quoi, qu'on retrouve pas forcément partout. Et je pense que les Parisiens ont moins ce côté, la fierté de cœur, quoi. Il y a quelque chose qui nous anime tous et on est fiers de parler de notre ville, on est fiers quand les gens aiment notre ville. Moi, j'adore que des gens étrangers viennent et me disent « Ah là là, mais incroyable cette ville !» Je dis « Mais oui, mais enfin, bien sûr, c'est que maintenant que tu t'en rends compte. » J'ai l'impression qu'on garde un secret, quelque chose de bien gardé, qui commence quand même à faire parler de lui de plus en plus. Mais j'adore faire découvrir ma ville aussi et surtout ça fait bientôt 10 ans que je suis rentrée et j'ai l'impression que je viens de rentrer et que j'ai encore plein de trucs à découvrir. Je vois la ville sous un nouvel angle. Et est-ce que cette ville influence tes réalisations? Et si oui, comment elle t'inspire? En quoi elle t'inspire? Déjà, c'est sûr que pour ce nouveau projet de collection, elle ne peut que m'inspirer parce que comme on a cette contrainte en fait locale, alors même si on travaille pas que forcément avec Marseille, mais elle m'inspire parce que de toute façon, comme c'est une production locale, on travaille avec ce qu'il y a, on se force, on va pas aller travailler avec des matériaux qui n'existeraient pas dans le coin ou qui seraient pas travaillés dans le coin. Donc ça influence de toute façon naturellement les projets. Et après, je pense qu'il y a aussi une manière de vivre qui est simple aussi, qui est cool, qui est sans prise de tête, où il y a du soleil, donc ça influence aussi sur les couleurs, je pense que toutes les couleurs qu'on retrouve dans mon travail sont liées à ce qu'on vit ici dans le sud, quoi. Et d'ailleurs, c'est rigolo, quand j'étais en Italie, j'étais donc dans un groupe de travail, c'était une résidence en fait qui s'appelle la Fabrica, et je travaillais avec plein de gens du monde entier. Il y avait un Chilien, une Espagnole, une Italienne, une Canadienne, une Coréenne, un Australien, et on était tous à travailler dans le même pool de design en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que je me sentais beaucoup plus proche du design italien ou espagnol que du design parisien, par exemple. Enfin, pour moi, il y avait vraiment des similitudes dans notre manière de vivre déjà. Ouais, voilà, c'est ça. Ma meilleure pote là-bas était romaine. J'étais beaucoup avec des gens du Sud parce qu'on a une façon de vivre hyper commune, quoi. Et ça se ressent, je pense, dans mon travail. J'ai un travail qui est de toute façon coloré. Tous mes projets d'archi intérieur, c'est toujours des couleurs choisies, mais des couleurs qui pètent quand même et qui racontent une joie de vivre. Voilà. D'ailleurs, si tu devais définir ton style, tu dirais quoi? Je pense que je dirais qu'il y a de toute façon quelque chose de féminin. Dans la rondeur des formes que j'utilise, on m'a déjà dit que j'étais une psychopathe de la voûte. C'était une stagiaire que j'avais et qui, à la fin de son rapport de stage, en conclusion, avait écrit « En bref, Margot Keller est une psychopathe de la voûte ». Alors, je lui ai expliqué que, peut-être dans un rapport de stage, il fallait pas forcément écrire ça, mais j'avais trouvé ça rigolo parce qu'effectivement, c'est cette forme de voûte, quoi, de rondeur rassurante qui revient très régulièrement dans mes dessins. Et ça, ce serait féminin? Et je pense qu'il y a quelque chose de peut-être plus élégant. Enfin, alors l'élégance, c'est pas forcément féminine, mais je trouve que la rondeur et le côté rassurant est plutôt attribué à du féminin. Mm-hmm. Et féminin parce que c'est aussi très souvent, il y a très souvent des petits détails. Alors si c'est un fauteuil, ça va être un petit détail avec une petite boule de laiton qui va finir le produit ou des choses, des petites subtilités, on va dire. On m'attribue souvent aussi la notion de poésie, de poétique, parce que j'aime bien raconter des histoires à travers les objets. J'aime bien que mes objets puissent dire des choses, susciter des émotions. Et voilà, et peut-être un côté un peu décalé aussi. J'aime bien donner des coups de pied dans la fourmilière et essayer de réveiller un peu des sujets à travers les objets ou les espaces que je dessine.
Valentine. Alors tu travailles également parallèlement à ta collection pour les grandes maisons, Cartier, Yves Saint Laurent, Roche-Beaubois, La Redoute, pour ne citer qu'elles. Tu n'as pas eu peur en quittant Paris qu'on ne vienne pas te chercher ici ? Comment tu entretiens ce réseau ? Alors évidemment que j'ai eu peur, et c'était aussi le pari quand j'étais en Italie, de se dire est-ce que vraiment je vais aller m'enterrer entre guillemets à Marseille, et qu'est-ce qui va se passer si je vais à Marseille ? Et en fait, c'est produit tout l'inverse, c'est-à-dire que je suis devenue un objet exotique. En retournant à Paris en disant que je venais de Marseille, ah bon, tu viens de Marseille et t'es designer, mais c'est possible, il y a des designers à Marseille, mais Marseille, c'est une vraie ville. À l'époque, c'était ça, en 2012, c'était vraiment ça, quoi. Et j'avais même, tu vois, des gens qui me disaient Marseille, mais c'est hyper dangereux, comment tu fais, les Kalachnikov et tout. C'était à l'époque où il y avait toute une espèce de polémique autour des Kalash des quartiers nord. Et... les gros clichés, quoi. Ouais, voilà. Enfin, c'était aussi ce que les médias transmettaient, oui, en fait. Tout à fait. Et du coup, à Paris, moi, j'hallucinais qu'on puisse me parler de trucs comme ça. On se rend compte qu'aujourd'hui, le métier de designer se fait de toute façon à distance et peut se faire à distance. Donc, il y a un train qui relie Paris et Marseille que je prends au moins une fois tous les 15 jours, au moins. Mais j'adore ça. Je trouve que c'est tellement un luxe de pouvoir vivre ici et travailler depuis cette ville avec Paris ou avec Marseille aussi. Ça m'arrive aussi, évidemment. Mais en tout cas, c'est un métier qui se fait très bien à distance. Et donc, être designer à Marseille, c'est vraiment pas un problème. Au contraire, ça m'apporte ce côté exotique. Comme je disais, je suis la designer marseillaise. Quand on parle de moi, c'est la designer marseillaise, et je prends cette casquette avec plaisir. C'est ce qu'on retrouve beaucoup dans la presse. En préparant cette interview, j'ai un petit peu regardé. C'est vrai que c'est souvent la success story de la designer marseillaise. Incroyable. Et oui, et donc du coup, tu as pu aussi, puisque tu parlais d'avant 2013, la capitale européenne de la culture, où en effet il y a eu un gros changement. Toi, tu as pu voir, puisque tu es beaucoup à Paris, que le regard depuis Paris et depuis le reste de la France, mais Paris précisément, a changé sur cette ville. Aujourd'hui, les Parisiens viennent en week-end, n'ont plus peur des Kalachnikov. Même plus qu'en week-end. Le nombre de Parisiens, j'ai l'impression d'être l'agence de tourisme de venez vous installer à Marseille et je vais vous présenter la ville. Là, j'en suis, je sais pas, peut-être à ma 6e ou 7e rencontre en 2 ans de Parisiens qui travaillent un peu dans le même secteur que le mien. Et voilà, de bouche à oreille, il faut que je te présente un tel, il vient s'installer à Marseille. Et alors là, c'est génial. Je me fais le café ou le déjeuner j'ai l'impression d'être la promotion de Marseille, de faire la promotion de Marseille lors de ces rendez-vous-là. Et ouais, on se rend compte que les gens sont de plus en plus attirés. Mais moi, c'était sûr, quoi. Qui ne veut pas du soleil tout le temps, la mer à 5 minutes, de l'immobilier moins cher, des gens qui sont cool. Il faudrait être fou, quoi. Venez. Ouais. Bon, pas trop, ouais, c'est plus, ça. hein, quand même. À l'époque, c'était un secret bien gardé. On était quand même contents, mais on est quand même fiers aussi aujourd'hui de dire vous avez vu, on a trouvé un truc incroyable. On va quand même vous le faire découvrir parce qu'on est sympa. Alors, j'avais envie d'évoquer également l'association Hop Project, une association marseillaise que j'affectionne tout particulièrement et dont tu fais partie. Alors, peut-être peux-tu nous en dire 2 mots ? Ouais. Et puis surtout, ce que tu y fais, toi ? Ouais. Hope, c'est une grande fierté. C'est un projet que l'on porte maintenant depuis quelques années. Ça fait 3 ans et on va bientôt voir les premiers rayons de tout ce travail qu'on a fait depuis ces quelques années. En fait, donc c'est un projet qui est à l'initiative de certains médecins de l'hôpital de la Timone. Donc Guillaume Gorincourt, Michel Timaratos, toute l'équipe du service de pédiatrie en fait, et Victoire Antoun. Et donc en fait, il y a aussi Laure Sarda et voilà, aujourd'hui on est toute une équipe, voilà, je leur passe à tous un petit coucou. Et en fait l'idée c'était de dire l'hôpital va mal, on le sait, l'état des hôpitaux et notamment de ce service de la Timone du premier étage de pédiatrie, c'est le service des consultations, est dans un état qui est inimaginable. Et l'idée c'est de dire on va pas attendre qu'il y ait des budgets qui se débloquent, on va pas, parce qu'en fait eux on leur promet des budgets depuis des années et puis il y a rien qui se passe. Et donc un jour ils se sont dit en fait nous on peut lever des fonds, les gens sont sensibles de toute façon à ces questions-là, donc on va monter une fondation, la fondation Hope. On va appeler une designer, ils m'ont appelé moi, et je les en remercie, je suis super fière de faire partie de ce projet, et on va refaire ce service nous-mêmes en fait. Et donc c'était une super initiative, c'était un rêve un peu fou. Ils ont soulevé des montagnes pour récolter des fonds, donc des concerts avec des grands noms, avec Synapson notamment. Ça a été des courses dans tout Marseille, dans toute la région, des tas et des tas d'événements pour pouvoir récolter des fonds et pour dire voilà, on peut aussi à notre échelle bouger les choses, on n'est pas obligé d'attendre que des différentes institutions se bougent pour nous donner des budgets.
on peut faire les choses par nous-mêmes. Donc c'est tout un mouvement qui se crée aussi et toute une nouvelle façon de voir les choses, de se dire la ville aux citadins, quoi. C'est-à-dire que notre monde nous appartient aussi et il ne faut pas attendre qu'on nous mâche le travail pour le faire. Donc on a dessiné un super projet pour rénover tout le service, pour offrir à ces enfants qui souffrent de maladies et qui viennent régulièrement en fait dans ce service. C'est des enfants qui viennent 2 à 3 fois par semaine avec leurs parents et qui subissent l'état catastrophique, sans parler du fait qu'il n'y a même pas de WC handicapé dans le service alors qu'un enfant sur 3 a besoin d'une chaise roulante. Enfin, c'est que des trucs aberrants, quoi. Et donc c'est plus que de la déco qu'on va faire dans ce projet, c'est pas juste un coup de peinture et puis je t'embrouille, c'est vraiment repenser les choses dans le fond du sujet. Et moi c'est ce que j'aime faire dans mes projets d'architecture, c'est de se dire voilà, comment ça fonctionne, comment le service fonctionne. Donc j'ai passé une journée dans ce service avec Michel Simaratos. Tous les patients pensaient que j'étais une interne, donc me poser des questions hyper techniques de oui mais ma fille donc elle a ce problème là. Je dis non mais en fait je peux pas vous répondre, alors que j'avais la blouse et tout de médecin. C'était hyper rigolo, mais c'était super d'être en immersion dans ce service. Et donc j'ai pu voir voilà, le fonctionnement. Et donc ce qu'on propose aujourd'hui, c'est évidemment un espace qui va être trop cool pour les enfants, qui va être plein avec des jeux super sur mesure. On a dessiné des petites cabanes, on a dessiné des petites boîtes aux lettres pour poster des dessins. Il va y avoir une galerie pour que les enfants puissent exposer leurs dessins dans les couloirs et que ça soit pas juste un vieux bout de scotch jauni de 1990 qui tiennent leurs dessins. Il va y avoir plein de trucs hyper fonctionnels, évidemment des sanitaires rénovés et aux normes, des bureaux avec que du mobilier avec du bois made in France. On va faire des choses bien, quoi. Donc voilà, le projet devrait voir le jour début 2020. Bon, c'est super, mais continuez à donner. Ouais, donc, exactement. Sur le site de Hope Project, donc il ne faut pas hésiter. Et un concert à venir, pour l'instant on ne peut pas en dire plus, mais je ne manquerai pas de communiquer sur les réseaux sociaux de Cité Radieuse également, au moment où on pourra donner l'info. Voilà, il faut les aider. Alors pour finir, le traditionnel questionnaire de Cité Radieuse. Si Marseille était une image? Je pense à un tableau de Garibaldi avec la rade du port de Marseille qui est du coup vue il y a des années. J'ai plus la date du tableau en tête, mais en tout cas, je trouve que ce qui est rigolo, c'est qu'au niveau des couleurs et des lumières, on a encore aujourd'hui évidemment la même chose. Et c'est des couleurs que j'adore et une lumière que j'adore. Si Marseille était une chanson? Je dirais Sunny de Stevie Wonder. Ça résume bien Marseille. Si Marseille était un film? Je pense au film Corniche Kennedy, que j'ai adoré, que j'ai vu il y a quelques temps, et j'ai trouvé qu'il y avait une atmosphère hyper moderne et très actuelle de raconter Marseille avec l'histoire de ces jeunes voilà, entre bourgeoisie marseillaise et les petits gars des quartiers qui viennent sauter sur la corniche, et en fait tout le monde se retrouve dans la mer, quoi. Donc j'ai beaucoup aimé ce film. Et ton expression marseillaise préférée? T'es fada. T'es fada. Traduis s'il te plaît. T'es fada, c'est pour dire mais t'es fou, quoi. T'as un problème, et en même temps c'est un côté très affectueux. Ouais, on l'adore celle-là. Tu es fada. Mais écoute, merci Margot. Merci à toi Caroline, c'était un plaisir. Ouais, vraiment de t'avoir au micro de Cité Radieuse. Alors en juin dernier, c'est à Hortense Leluc que tu t'es confiée dans l'excellent podcast Décodeur. Elle m'avait gentiment fait un clin d'œil en fin d'épisode, donc c'est à mon tour de la saluer et de vous inviter à la suivre si vous aimez la déco et celles et ceux qui la font aujourd'hui. Et puis merci d'être fidèle à Cité Radieuse. N'hésitez pas à partager cet épisode, parlez-en autour de vous, abonnez-vous sur iTunes ou vos plateformes d'écoute habituelles pour ne rien rater des prochains épisodes. Tu écoutes tes podcasts sur quoi toi Margot? Spotify. Ok. On peut s'abonner aussi. Hein. Et sur iTunes en revanche, laissez des commentaires, des 5 étoiles. Je compte sur toi aussi Margot d'ailleurs, si tu peux faire une infidélité à Spotify. Bien sûr. Ça nous aide à exister dans cette jungle des podcasts. Merci encore Margot. Avec plaisir, merci à toi. Et à très vite. À bientôt.